On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe, brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 13. Découvrir une notion par le jeu. Le paradigme scientifique, comme base commune des 3 pratiques scientifiques du collège, est à lui seul objet d'apprentissage. Dans sa classe de collège à Vitry-sur-Seine, Charlotte mobilise ses élèves par le jeu pour découvrir ce paradigme qui les accompagnera tout au long de l'année. Comment travaille un scientifique ? Sa démarche. Bonjour Charlotte. Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir dans ta classe de collège avec des 6e tout neufs et tout nouveaux dans cet établissement. Tu choisis d'intégrer très rapidement le cadre de la démarche scientifique. Alors moi je trouve personnellement que c'est un sacré garde-fou à l'obscurantisme, non ? Mais pour moi, je trouve que ça met aussi en lumière quelque chose qui est commun à toutes les sciences du collège. Donc dans ce collège, j'enseigne les 2 sciences, donc la SVT et la physique-chimie de 6e. C'est quand même important, ça pose aussi une méthode de travail qui devrait être commune à ces 2 disciplines scientifiques. Et ça permet justement de montrer aux élèves que les sciences, à la base, c'est une grande discipline qu'on peut ensuite justement affiner au fur et à mesure de ses études. Donc d'abord en 3 disciplines scientifiques au collège, puis après, encore une fois, au lycée, voilà. Et puis à la faculté, s'il continue, qui va devenir de plus en plus précise et malgré tout ça, qui garde quand même des vecteurs communs, finalement, dans une démarche qui peut s'appeler la démarche scientifique. Mais une démarche scientifique qui, je trouve, donne des outils intellectuels pour se positionner dans le monde et dans notre monde qui est très très complexe, que je trouve très utile. Moi, si on m'avait dit plus tôt que une opinion et un fait, c'était différent, je trouve que ça m'aurait beaucoup aidé pour me positionner dans le monde. Écoute, oui, l'idée, c'est aussi de leur donner un outillage, une méthodologie, finalement, qui n'était pas peut-être la même que celle qu'ils ont employée en sciences en primaire, pour pouvoir essayer de comprendre ce monde qui les entoure et aussi de le faire avec, finalement, pas logique, mais finalement avec une organisation et une structuration de l'esprit qui va être réplicable avec ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Quand ils voient finalement le ciel est bleu, voilà, au-delà de « ok, c'est cool, le ciel est bleu », se poser la question, se questionner et maintenant que j'ai cette question en tête, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir y répondre ? Je vais vous distribuer une feuille, à nouveau, qui sera la même que celle qui est projetée. Le jeu, on va vous demander de trier les cartes. Vous triez d'un côté les cartes logo, d'un côté les cartes étapes, d'un côté les cartes définition. Vous allez voir, c'est facilement reconnaissable. Logo, il y a juste un petit dessin. Étape, il y a le mot en diagonale. Ok ? Et définition, c'est là où il y a le plus de phrases. Ce travail de découverte de la démarche scientifique, tu l'abordes par le jeu. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet du jeu ? Quel est ton cheminement, tes essais et erreurs ? Le jeu, c'est un support génial pour justement mettre les élèves tout de suite en activité. Le jeu, c'est aussi un support qui va permettre aux élèves qui sont moins scolaires par détournement, finalement, les mettre encore une fois en activité. Un élève, quand les règles sont simples, comme des règles de jeu de domino, des règles de jeu de paire, etc., finalement, qu'il soit scolaire ou pas, il a envie de se prendre au jeu. Il a envie de parfois gagner, pour des raisons différentes, en tout cas, il va vouloir participer à l'activité. Donc j'ai essayé de mettre assez vite à profit le jeu pour pouvoir mettre au travail mes élèves en sciences quand je ne les mettais pas en expérience. Tu nous présentes les 2 jeux que tu proposes à tes élèves sur cette séance ? Alors sur cette séance de 2 heures, il y a un premier jeu qui est un jeu qu'on pourrait appeler un hexagone game, où l'élève va devoir dans un premier temps trier des images qui s'apparentent selon lui aux 3 disciplines scientifiques qui sont enseignées au collège, donc la physique-chimie, la SVT, la technologie. Il va avoir à sa disposition des images plutôt simples, donc comme des systèmes informatiques, des corps humains, etc.,
qu'il va pouvoir associer assez facilement et des images où il va y avoir un peu plus de débat. Par exemple, il y a un homme qui court et ça s'apparente au mouvement étudié en physique-chimie. Donc là, c'est aussi un support, quand je vais venir dans chacun des groupes, de discussion et d'analyse. Une fois que la première partie, c'est-à-dire l'association des images à la discipline du collège est faite, il va y avoir une partie un peu plus puzzle, où en retournant chacun de ces hexagone games, l'élève va pouvoir, avec son groupe, reconstituer une définition avec du vocabulaire plus précis de ce que c'est que la physique-chimie, la SVT encore une fois et la technologie au collège. Donc pouvoir poser des mots sur ces images qu'il a réussi à associer. Donc ça c'est pour le premier jeu. Et ensuite on a un deuxième jeu qui parle de la démarche scientifique. Une fois que vous avez trié, il va falloir associer. Je voudrais que vous arriviez à mettre le nom d'une étape, par exemple là il y a écrit documentation, avec le petit symbole qu'on pourrait choisir pour la documentation. Et de la même façon qu'on trouve aussi ce que ça veut dire que faire de la documentation, donc une définition. Là, j'ai choisi de faire travailler l'élève sur les logos, notamment, qu'il va pouvoir retrouver sur les supports de cours, qu'ils soient sur le tableau interactif ou également sur les supports de cours que je distribue. En neurosciences, on affirme qu'avoir notamment des petites icônes, ça permet plus facilement aux élèves, notamment à certains élèves qui ont plus de difficultés, d'associer une tâche à une image que juste avec un mot de vocabulaire. Donc là, chacune des étapes de la démarche scientifique est associée à un logo. Et donc, dans un premier temps, l'élève doit associer un logo à une étape. Une fois que c'est fait, il y a aussi des cartes dans ce jeu qui vont être des cartes de définition de chacune de ces étapes. Donc pareil, ça me permet aussi d'identifier les élèves qui vont être plutôt bons en compréhension de stylise, en extraction d'informations aussi, parce qu'il va y avoir des mots-clés. C'est ce que l'on voit, donc souvent ils trouvent que c'est associé à une icône qui est l'œil, et c'est aussi un mot qu'on appelle l'observation. Donc c'est un jeu qui finalement est assez simple en rouage de jeu, mais qui va m'apporter aussi pas mal d'informations sur le groupe et sa façon de travailler ensemble. Pareil, une fois que les élèves vont avoir fini de faire cette première partie, la deuxième partie du jeu, en fait, les élèves vont devoir remettre la démarche scientifique dans l'ordre, c'est-à-dire quelle est la première chose que je vais faire jusqu'à la dernière étape d'une démarche scientifique. Pour ça, à nouveau, le fait d'avoir les définitions, ça va les aiguiller un petit peu sur l'ordre logique de cette démarche scientifique. C'est pas toujours évident, et puis c'est vrai qu'on a vu qu'une démarche scientifique, moi je la propose dans un certain ordre, mais finalement, on pourrait parfois aussi l'aborder dans d'autres ordres. Toutes ces étapes, ce sont les étapes de la démarche scientifique, les étapes que vous allez faire quand vous allez être en cours de sciences avec moi toutes les semaines. Tu peux me décrire précisément ce qu'on voit sur le matériel que tu proposes à tes élèves ? Dans le deuxième jeu, qui est celui de la démarche scientifique, les élèves vont avoir à leur disposition 3 types de cartes. Des cartes avec des logos qui correspondront justement à ces fameuses étapes de la démarche scientifique. Donc la deuxième série de cartes, ce sont des cartes où il y a le nom de ces fameuses étapes. Et une dernière série de cartes où les élèves vont avoir à leur disposition des définitions de ces étapes. L'idée ensuite est d'associer chaque logo à un nom et à une définition. En préparant cet épisode, je lisais une étude menée sur apprendre en jouant. Et cette étude conclut en disant « On apprend en réfléchissant sur son expérience de jeu ». Comment tu permets à tes élèves de ne pas confondre l'activité avec l'apprentissage, ce qu'il faut en retenir ? Alors du coup, à chaque fois qu'on utilise un jeu en classe, il y a un moment en fait où on va débriefer sur le jeu. Sur ces 10 dernières minutes, on va faire le point sur l'ensemble de l'activité. Et c'est hyper important aussi que vous compreniez ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était quoi l'objectif ? Pour pas sortir en disant on a fait des jeux de cartes et puis je retiens rien. On dépasse l'excitation d'avoir gagné pour certains jeux. Alors là, il n'y avait pas forcément de gain, mais par exemple, quand on joue au jeu des 7 familles, voilà, on est content, on a gagné, mais au-delà de ça, finalement, qu'est-ce que j'ai appris à faire aujourd'hui ? Donc il y a une importante phase de débriefing et justement de métacognition, de retour sur voilà, l'activité, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai compris, à quoi ça va me servir ? Donc parfois, ça va passer par un passage à l'écrit, notamment en reformulant à l'écrit ce que le jeu m'a permis d'apprendre. Donc comme là aujourd'hui, normalement pour certains groupes, ils ont eu le temps de remplir dans leur labbook ce qu'ils avaient appris à travers le jeu. Ou pour ceux qui avaient moins le temps, à la maison, de refaire un retour en ayant à leur disposition visuellement les photos de ce qu'ils ont fait en classe et le temps d'imprégnation nécessaire et de copier nécessaire pour recopier
ce qu'on devait tirer du jeu. À la prochaine séance, notamment sur le jeu de la démarche scientifique, on va réinvestir ces étapes en créant des petits algorithmes avec des étapes, des situations de démarche scientifique à remettre dans l'ordre et à associer à des mots-clés. Déjà, vous triez les cartes. Effectivement, il y a des cartes définition, des cartes expérience et des cartes logo. C'est bon. Allez, vous les triez toutes. C'est ce que je faisais. Et ensuite, il faut trouver quel logo va avec quel nom et avec quelle définition. Allez, c'est parti. Il y a les logos, les étapes et les définitions. J'ai retrouvé un article d'une mentor sur Être Prof qui propose des jeux pour mémoriser. Pour quel type d'apprentissage, toi, tu proposes des jeux dans ta classe ? Pour plusieurs types d'apprentissage. Là, aujourd'hui, on a vu un jeu qui introduit des notions. Donc là, on va l'exploiter dans un but de découverte. Donc là, l'élève va tâtonner, va rechercher par d'autres biais que quand il mémorise les réponses au jeu. Surtout, du coup, il va y avoir une grande part aussi de médiation finalement quand je vais aller dans chacun des groupes pour revenir sur pourquoi ils ont joué de cette ou cette façon. Et aussi, il y a beaucoup de situations d'apprentissage dans mon cours où on va utiliser le jeu comme support soit d'entraînement. Donc, par exemple, je travaille sur les circuits électriques. Les élèves vont faire des jeux où il va falloir... cette fois-ci, remettre en avant des compétences qu'ils ont appris à faire. Donc là, plutôt dans un but de s'exercer. Et dernier support pour moi, dernier objectif quand je fais des jeux, effectivement, c'est aussi pour réviser, donc de mémorisation. Où du coup, souvent, lors de la séance de mémorisation avant l'évaluation de fin de séquence, je vais proposer plusieurs jeux, donc des nouveaux, mais aussi des anciens qu'ils ont déjà travaillé en classe. Mais cette fois-ci, dans le but de se tester à l'approche du contrôle. Ça c'est bien. Celui-là non. Non. Ah oui, c'est l'inverse. Ah voilà, et sinon c'est parfait. Comment réagissent tes élèves à ces propositions de jeux ? Alors parfois ils sont surpris parce que c'est nouveau, notamment là aujourd'hui les 6e, je pense que là je vois que cette année c'est des choses qui sont nouvelles, donc ils ont pas l'habitude de jouer en classe, mais globalement ils sont contents parce que justement ça permet de diversifier un petit peu leur journée. C'est vrai qu'on leur propose tous des activités différentes, on essaie de faire en sorte qu'on ne soit pas que sur des tâches à l'écrit, que sur des tâches à l'oral, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de variété et le jeu, comme ils le font pas forcément dans beaucoup de disciplines, en tout cas dans mon établissement, ça reste quelque chose qu'ils font avec entrain. Alors parfois, il faut dépasser le stade de j'ai perdu, je suis un petit peu dégoûtée et je râle un peu, mais globalement, ils sont toujours plutôt partants pour le faire. Et c'est bien parce que du coup, il y a aussi des dynamiques de jeu, là, comme on a vu par table. Mais parfois aussi, on fait des jeux en plus grand groupe avec le groupe classe. Donc, des quiz géants pour réviser. Ça peut être aussi un jeu de jet qui est un jeu de cartes un peu particulier où chaque élève va être muni d'une carte et du coup, on doit apprendre d'une part à s'écouter les uns les autres, mais aussi du coup, en fonction du thème du jet qui à utiliser les nouvelles notions qui sont engagées dans une séquence. Ouais. Et maintenant, par contre, vous avez trouvé un logo, une définition, et vous n'avez pas donné de nom à cette étape. Ah, c'est donner des noms aussi. Voilà. Une interprétation. C'est quoi une interprétation? C'est une documentation. On a mis les 3. Est-ce que tu aurais des stratégies de sages à nous partager et à partager à ceux et celles qui auraient envie de se lancer sur le jeu pédagogique ? Je pense que le premier conseil, c'est avoir envie. Il y aura des ratés, forcément, voilà. Mais du coup, avoir envie, c'est déjà un premier pas. Ça veut dire que du coup aussi, on va être plus enclin à se dire peut-être que cette séance-là, il y aura plus de bruit. Mais finalement, est-ce que c'est pas grave si les élèves sont au travail ? Est-ce qu'il y aura peut-être plus d'agitation ? Mais finalement, voilà, encore une fois, est-ce que finalement, c'est aussi ça à apprendre ? Parce que du coup, c'est créer une émulation au sein de plusieurs élèves pour qu'on puisse facilement se rappeler et du coup, en partageant son savoir, forcément être motivé à apprendre. Souvent, on dit qu'un élève de collège, il a plus envie d'apprendre, il a plus ce regard d'enfant de maternelle qui est toujours positif quand on lui donne un crayon de couleur et qu'on lui dit fais un joli dessin. Là, on perd souvent un petit peu cette motivation chez l'élève de collège et le jeu permet de garder cette petite flamme de temps en temps allumée et se dire à l'école, on fait aussi des trucs chouettes et un collégien, ça reste un enfant. Et tu dis quelque chose d'important, c'est cette variété en fait et cette diversité. J'ai l'impression que être enseignant, c'est avoir comme un carquois rempli de plein de flèches différentes et qu'on sait décocher selon l'humeur du groupe, selon les humeurs individuelles, selon les objectifs pédagogiques qu'on poursuit.
Ah oui, forcément, en fonction de certaines classes, il y a des activités, on sait qui vont mieux se passer que d'autres. Pour certaines, voilà, on sait que il va falloir plus travailler le passage des consignes, des règles du jeu. Peut-être que pour certaines, dans un premier temps, et d'ailleurs c'est souvent le cas quand on se lance, il faut essayer de se cantonner à des jeux dont les élèves ont l'habitude. Parce que parfois, voilà, pour dépasser ce stade de jouer pour jouer, il faut que les élèves connaissent la mécanique du jeu. On n'a que des séances de 55 minutes. Si on perd déjà 30 minutes parce que les règles du jeu sont trop compliquées, on va perdre tous les bienfaits du jeu. On va perdre les élèves parce qu'on va passer une consigne qui va être trop longue. Ils vont jouer n'importe comment parce que c'est trop compliqué. Donc quand on débute, ou même d'une manière générale, rester sur des jeux qui ont une mécanique simple, ça permet de passer des séances qui sont agréables et qui sont constructives. Après, bien évidemment, quand on travaille hyper souvent en jouant, on va pouvoir faire de temps en temps des petites séances où voilà, on se fait un peu plaisir, on sort un jeu qui va avoir une mécanique de jeu plus compliquée. Mais voilà, ça reste à la marge, ou en tout cas, ça reste plus ponctuel pour aussi pas perdre trop de temps sur sa programmation d'année. Et quand tu parles de mécanique de jeu que les élèves peuvent connaître, c'est de s'appuyer sur des jeux du quotidien, les dominos, les mémories, ce genre de jeu. C'est bien ça que tu voulais dire ? Oui, c'est ça, les jeux de cette famille, les dominos, les jeux de loi, donc en fait les jeux de plateau où avec un dé on avance, le trivial poursuite éventuellement, même si je me suis aperçue que ces dernières années, finalement de moins en moins d'élèves connaissaient la mécanique de jeu. Mais après voilà, ça reste un jeu de questions-réponses. Si on voit que l'élève est trop, enfin le groupe d'élèves connaît pas, ça m'est arrivé de transformer mon trivial poursuite en jeu de questions-réponses. On oublie le plateau et on se fait des séries de questions entre nous. C'est aussi ça l'avantage, parce que du coup si on voit que les règles sont trop compliquées, on peut réutiliser le trivial poursuite autrement. C'est pas le cas de tous les jeux, mais on peut toujours rebondir. Est-ce que c'est dans l'ordre ? On commence par faire quoi, à votre avis ? Le chercheur, on a dit, c'est quelqu'un, le scientifique, c'est quelqu'un qui se pose Des questions. Donc la première étape, c'est il va se poser une question. Yes. Et après, qu'est-ce qu'il va faire par la suite ? En termes de préparation, Charlotte, préparer une séance avec des jeux, ça te prend beaucoup plus de temps, moins de temps, c'est un temps que tu investis une fois et qui est valable pour tout un tas de séances. Comment ça se passe ? Alors au début, quand je voulais commencer dans la pédagogie avec des jeux, j'ai essayé de trouver des jeux qui étaient déjà faits par d'autres collègues, par des académies, etc. Donc c'est aussi une façon de s'économiser une préparation de travail qui va être forcément plus lourde, puisque du coup on va devoir proposer peut-être un jeu par groupe, ou en tout cas avoir suffisamment de jeux si on veut que les élèves jouent simultanément. Mais du coup je me suis épargnée dans un premier temps la partie, on va dire, création. Après, avec le temps, j'en crée de plus en plus pour moi. C'est vrai que c'est assez chronophage. Alors c'est assez chronophage de créer le jeu, mais finalement quand on a un peu d'expérience et l'habitude, après on va créer assez vite le jeu. Ce qui reste chronophage malgré tout après, c'est la partie impression, découpage, etc. des cartes. Après, il faut aussi voir ça comme un investissement. C'est vrai que quand un jeu tourne, au même titre qu'une activité, on peut l'exploiter pendant plusieurs années, surtout que les cartes ne s'abîment pas forcément si les élèves en prennent soin. Donc c'est aussi un investissement sur plusieurs années. Un jeu qui tourne, on va peut-être changer la façon de l'introduire, et le jeu en lui-même va rester. Donc même si c'est chronophage, on finit par gagner en termes de qualité de cours d'année en année. Ensuite, il observe. Par rapport à ce qu'il observe, il va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire tout ça. Et après, il va valider. S'il a raison et qu'il a trouvé tout de suite la réponse, c'est cool. Il les publie, etc. S'il n'a pas bon, et voilà, il cherche une autre idée et il recommence comme ça. Et ça peut durer plusieurs fois. Voilà. Du coup, on voit bien le défi de l'archivage de tout ça. Concrètement, tu fais comment ? Tu as des pochettes qui se ferment ? Alors il y a un système de classement, donc j'ai une petite armoire dans ma salle où les élèves ont libre accès s'ils ont du temps libre, mais en général j'essaie toujours de sortir des jeux qui sont en lien avec les séquences qu'on est en train de travailler, que je mets dans un endroit où ils récupèrent le matériel. Mais oui, j'ai un système d'archivage, donc au début c'est pas très grave, il suffit de mettre des petites pochettes plastiques et voilà, et puis après on a 2, 3, 5, 10 jeux, donc là il faut essayer de trouver un système de classement. Donc là j'ai classé mes jeux dans des petites boîtes. Dans chacune des boîtes, en général, chaque exemplaire pour les îlots est avec un élastique. Et après, j'ai classé mes jeux en 4 parties qui correspondent aux 4 thèmes du programme de physique-chimie. Et j'ai une 5e partie qui correspond au programme de 6e, puisque du coup, je fais à la fois des jeux de SVT et à la fois des jeux de physique-chimie. Donc oui, un système de classement avec des boîtes que j'étiquette forcément et que je vérifie
À chaque fois qu'un jeu est terminé dans une classe en fin d'année, avant la fin d'année, justement, je vérifie au fur et à mesure qu'il est complet avant de ranger jusqu'à l'année d'après pour éviter de perdre du temps à chaque début d'année. Un petit conseil bien utile, parce que des fois, c'est là-dessus qu'on bloque. D'ailleurs, petit conseil, du coup, comme on peut avoir plusieurs exemplaires, parfois un élève qui fait tomber une pièce, on ne sait plus de quel jeu il vient. Donc souvent, moi, je numérote au verso les jeux. Donc par exemple, pour l'îlot 1, je mets des petits 1 partout sur toutes les pièces. Comme ça, si une pièce tombe et qu'à la fin de l'heure, un élève me dit « Ah, madame, j'ai retrouvé une pièce », j'ai pas besoin de me faire tous les jeux et vérifier un par un qui soit complet. Aujourd'hui, vous avez appris le mode d'emploi d'une séance de sciences au collège. Quel bénéfice tu vois dans ta dynamique de classe pour tes élèves d'utiliser le jeu au quotidien ? Déjà, je trouve que finalement, ils retiennent mieux beaucoup de notions. Alors voilà, il faut dépasser le stade de « Ah, je me rappelle, on avait fait un domino », mais du coup, voilà, en explicitant encore une fois l'intérêt du jeu, on arrive à retomber sur ses pieds. Et puis globalement, un élève qui se sent bien dans une discipline, forcément, il va être plus enclin au travail. Quand on va proposer des séances où les élèves vont pouvoir être actifs, en jouant ou en faisant d'autres choses, souvent, on va pouvoir récupérer les élèves qui sont plus à la marge, peut-être plus en difficulté dans certaines disciplines, et les mettre au travail. Voilà. Et peu à peu, finalement, ils vont reprendre confiance et le climat global de la classe va s'en ressentir. Merci Charlotte. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.